Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je vais vous présenter le second cas en lien avec lupus in fabula. Je n'ai pas non plus de conflit d'intérêt avec le thème. Donc, il s'agit d'une patiente de 34 ans qui nous est adressée par un collègue en ville au mois de mars 2020 dans un contexte d'embolie pulmonaire, d'épanchements pleuraux, de péricardite et d'un contexte humain. En effet, la patiente est connue pour un lupus érythémateux systémique depuis 2014 avec un traitement somme toute standard. On a une reclassification en syndrome de Gougerot-Jeghren en 2017, notamment au vu d'un syndrome sec et d'anticorps anti-SSA et SSB. Ça, c'est sa rhumatologue qui reclasse le syndrome. Pour cela, elle bénéficie de méthotrexate. Et enfin, on retrouve une obésité cortico-induite. Son anamnèse pneumologique va comporter notamment un épanchement pleural survenu dès septembre 2019, comme on peut le voir sur ces coupes axiales. On a un épanchement pleural de très faible abondance gauche. Un mois plus tard, au mois de novembre 2019, la patiente présente une embolie pulmonaire qui est diagnostiquée à l'étranger. L'échographie cardiaque retrouve des arguments pour un retentissement de cette embolie pulmonaire, considérée comme sévère. Un mois après, on retrouve un épanchement péricardique. Et enfin, début 2020, une probabilité élevée d'HTP. Lors de notre consultation, une symptomatologie standard, toux, quand même une douleur thoracique respirodépendante non soulagée à l'antéflexion, puis une dyspnée de stade 3/4 MMRC. Le bilan paraclinique demandé pour cette consultation va comporter une gazométrie artérielle sans insuffisance respiratoire retrouvée et des fonctions pulmonaires qui vont retrouver un trouble ventilatoire restrictif avec une capacité pulmonaire totale qui est abaissée avec un Z-score à moins 4,48. Et ce déficit ventilatoire est jugé comme de degré sévère au vu d'un VEMS à 37%. On a un petit peu de mal à comprendre ce trouble ventilatoire restrictif. La DLCO, quant à elle, est effondrée à 33%. Et on retrouve un KCO qui est anormalement normal, c'est-à-dire qu'il ne peut être expliqué uniquement par un trouble ventilatoire restrictif. Une autre atteinte respiratoire est suspectée. On a également évalué la force des muscles respiratoires qui s'avèrent être normales. Pour évaluer les répercussions fonctionnelles, nous avons réalisé un test de marche de 6 minutes. Sur le tracé bleu représentant la SPO2, on voit que la patiente, à 4 minutes du début du test, elle présente une désaturation à 89% du prédit. La fréquence cardiaque en rouge s'adapte correctement à l'effort. Par contre, on voit que la distance parcourue est nettement abaissée à 48% du prédit, avec seulement 300 mètres. Ceci est corroboré avec la VO2 max à 58% du prédit à l'ergospirométrie. Donc, avec toutes ces anomalies, il convient de faire une intégration afin de sortir des hypothèses et un plan d'investigation pour la suite de la prise en charge. La première anomalie, comme on l'a vu, c'est ce trouble ventilatoire restrictif que l'on ne peut expliquer uniquement avec les épanchements pleuraux ou l'obésité de la patiente. Comme d'habitude, avec un trouble ventilatoire restrictif, il faut faire la différence entre l'atteinte extrinsèque sur une restriction, par exemple, due à une déformation thoracique, et la restriction intrinsèque, notamment sur les pneumopathies interstitielles diffuses. Le deuxième point, c'est cette hypertension pulmonaire qui est relativement vaste puisqu'on a un contexte d'embolie pulmonaire rapportée, on a des maladies auto-immunes connectivites, on a des traitements hépatotoxiques qui auraient pu aussi entraîner des cirrhoses, et enfin, on a une maladie respiratoire sous-jacente. Les autres points qui nous embêtaient, c'était cette maladie systémique pas clairement détaillée et explicitée, et une péricardite dont le bilan qui avait été réalisé initialement était incomplet. Pour respecter le temps imparti pour cette présentation, on va surtout se concentrer maintenant sur le trouble ventilatoire restrictif et en passant vraiment succinctement sur les différents autres points. Pour les investigations, on commence par un bilan immunologique retrouvant 20 points selon les critères ACR-EULAR permettant de retenir un diagnostic de lupus érythémateux systémique. C'est un premier point sur lequel on peut se baser.
La deuxième chose, ça a été un bilan d'HTAP comportant notamment un DECT pour éliminer quelque chose de thromboembolique, ce qui est le cas, une US abdominale pour éliminer une atteinte hépatique, et on a réalisé ce cathétérisme cardiaque droit retrouvant une HTP précapillaire avec des résistances vasculaires pulmonaires élevées à 4,6. L'HTAP Board retient un diagnostic d'HTAP sur connectivite, c'est un groupe 1.4.1. Revenons-en maintenant à ce trou ventilatoire restrictif. Pour cela, le scanner thoracique qui a été réalisé au mois de mai en coupe coronale retrouve une surélévation de la coupole diaphragmatique droite. A priori, il n'y a pas d'évidence pour une pathologie interstitielle, comme on le retrouve sur les différentes coupes axiales. Et donc, on se retrouve sur une restriction qui semble être extrinsèque, avec l'étiologie intrinsèque de pneumopathie éliminée. Pour cela, on demande à nos collègues neurologues la réalisation d'un ENMG qui ne retrouve pas d'atteinte du nerf phrénique droit, et la radioscopie ne retrouve pas non plus d'argument pour une paralysie diaphragmatique droite. C'est dans ce contexte, pour résumer, que l'on est sur un petit poumon lupique qui nous permet tout de même de retenir le diagnostic de Shrinking Lung Syndrome, étant donné la dyspnée, le trou ventilatoire restrictif et la surélévation de la coupole, le tout dans un contexte de lupus et en ayant exclu les diagnostics différentiels. Ce Shrinking Lung Syndrome, la première description c'était en 65, on a une prévalence qui est très faible dans le lupus, une prédominance chez les femmes, et ce n'est pas un diagnostic que l'on retrouve et qui fait entrer le patient dans la maladie. Il n'y a pas de corrélation avec l'activité de cette dernière, et des cas anecdotiques, mais d'autres maladies auto-immunes sont retrouvées comme engendrant ce genre de pathologie. Le mécanisme physiopathologique est intéressant, bien qu'incomplètement compris. Si on part d'un poumon sain, le trigger va être un épanchement pleural qui va entraîner l'activation de réflexes inhibant le nerf phrénique. Ceci va entraîner un poumon respirant à bas volume pulmonaire. Cette respiration à bas volume pulmonaire entraîne un remodelage parenchymateux, aboutissant à ce poumon de Shrinking Lung Syndrome. Néanmoins, on a un phénomène auto-entretenu puisque le remodelage parenchymateux entraîne une altération de la compliance, favorisant une respiration à bas volume pulmonaire, et le cercle vicieux s'engage, expliquant l'évolution de cette pathologie. Pour ce qui est de la prise en charge, on a très peu de données qui sont surtout issues de case reports. La corticothérapie aurait un intérêt, les immunosuppresseurs que l'on utilise régulièrement en pneumologie également. Fait intéressant, la théophiline et les bêta-2 agonistes de courte durée d'action auraient également leur place dans le traitement, notamment en améliorant la force diaphragmatique. Et puis, notre collègue pneumologue avait également montré que le rituximab avait un intérêt dans les formes réfractaires. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que si on a une amélioration clinique initiale avec cette thérapeutique, on a seulement 20% de récupération complète fonctionnelle, probablement en lien avec ce phénomène auto-entretenu. En conclusion, ce Shrinking Lung Syndrome, c'est une maladie rare, probablement sous-diagnostiquée. Ça, c'est en raison des critères diagnostiques qui ne sont pas clairement établis dans la littérature. On a un intérêt au diagnostic précoce pour enrayer l'évolution de la maladie, et puis le traitement basé uniquement sur des case reports. Et puis, dernier point important, dans toutes ces pathologies poumons et auto-immunité, une prise en charge multidisciplinaire s'avère indispensable. Merci.